Merci, hein. Ça fait toujours plaisir. Donc la conférence devrait commencer dans 4 minutes et je reviendrai sur le développement d'un système de trading efficace. Vous êtes nombreux, merci infiniment. En plus, il y a pas mal d'étudiants de l'école, mais il y a des personnes également, je sais, qui viennent du monde entier. Alors j'ai des étudiants là aujourd'hui, voilà. bonjour la TKM, j'espère que vous allez bien. Donc on attend, alors normalement ça devrait débuter dans peu de temps. On peut lancer, hein, on peut... Il est quelle heure? Je pense que c'est bon, hein, parce qu'en plus ça risque de déborder. Alors, comme d'habitude. Ok, parfait. J'attends que les dernières personnes s'installent avant de commencer la conférence. Enfin, on attend 1 minute. Tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Je vous remercie d'autant plus qu'il fait super beau à l'extérieur, que vous n'étiez pas du tout obligé d'être là. Mais encore une fois, il est vrai que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui je reviens. C'est un sujet qui est extrêmement important. Comment développer un système de trading efficace? Alors, dans cette conférence, je ne vais pas être trop technique parce qu'en 1 heure, on ne peut pas aborder trop de choses. Je vais revenir grosso modo sur quelques indicateurs techniques, mais je vais revenir avant tout sur ce qui, à mon sens, me semble être essentiel, à savoir le processus. Il y a beaucoup trop de personnes. Vous m'entendez ou pas? Quand c'est pas... Et là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? C'est mieux. Et là c'est trop fort. Ok, donc là, c'est bien. Parfait. Donc, alors, au lieu de rentrer dans le technique, parce qu'en 1 heure, on ne peut pas vraiment développer, donc il y aura effectivement une petite partie consacrée à la technique, et l'essentiel sera centré sur le processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui développent des algorithmes sur MT4, des particuliers. Et j'ai l'impression que beaucoup de particuliers n'ont pas compris quels étaient leurs concurrents. Quel était le risque du trading algorithmique? Pourquoi justement il ne faut pas tomber dans le piège du trading algorithmique qui fait, encore une fois, miroiter la possibilité de développer la martingale, le système infaillible. On est dans le mythe de l'alchimiste, la personne qui effectivement touche du plomb et le transforme en or. Or, la martingale n'existe pas. Et vous voyez encore une fois que cette conférence ne sera pas effectivement portée sur un indicateur miracle ou une possibilité de gagner à tous les coups, mais elle va se centrer sur ce qui, à mon sens, est la clé dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du trading, dans le domaine des études, dans le domaine du sport, le processus. Quel est votre processus? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer de A à B et va passer d'un état de total novice à un état effectivement de trader professionnel? Et donc effectivement j'ai la chance, et je dis bien c'est une chance, d'avoir formé pas mal d'étudiants, de traders, qui étaient soit pendant 10 années, 15 années, avaient une performance en dents de scie, soit qu'ils avaient commencé avec de grosses pertes. Hein. J'ai des étudiants qui ont perdu 200 000, 300 000, 400 000 euros avant de rejoindre l'école. Et malheureusement, il y en a énormément qui sont dans ce cas. Et donc à partir de là, mon idée principale était comment faire pour qu'une personne, pour la modeler, pour lui permettre de développer des compétences solides, pour lui permettre d'être en situation totalement concentrée comme un sportif de haut niveau. Et donc toute ma réflexion ces dernières années a porté sur ça. Comment aider une personne à se développer, à devenir excellente dans ce domaine. Et je suis très content des résultats et je pense qu'effectivement il y aura pas mal de choses à l'avenir. Alors rapidement, avant d'aller plus en avant, j'ai envie de remercier les étudiants qui sont nombreux. Alors hier j'ai dîné avec eux et ils m'ont fait une surprise, ils m'ont remis un trophée d'or du meilleur coach. Déjà c'était une surprise. Alors il y avait des étudiants qui venaient de Hong Kong, de l'île de la Réunion, de Qatar, c'était incroyable. Mais surtout, alors la surprise, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils m'ont remis ce trophée avant même d'autres trophées. Ce trophée a vraiment une valeur émotionnelle extrêmement forte parce que c'est le résultat d'un travail. C'est-à-dire que derrière, justement, moi je ne leur ai pas dit il y a une martingale, il y a un système magique. Je leur ai dit voilà, il y a du boulot, il y a un processus, il y a du travail,
mais derrière, rien n'est impossible. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont assez extraordinaires. Donc là, c'était la photo de famille. Il y a 4 promotions donc, qui sont venues du monde entier. Et donc hier, merci infiniment. C'était une soirée magnifique grâce à vous. Alors, je reviens rapidement sur l'importance du processus en trading. Et je vais rapidement vous poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi 90% de traders échouent? Alors, beaucoup pensent que c'est la méthode. Beaucoup pensent que c'est la manipulation des marchés. Donc, quand je perds, je dis les marchés sont manipulés. Le courtier. Alors, bien évidemment, il y a des vérités, il y a des réalités. Mais ce ne sont pas ces raisons, ces causes qui sont à l'origine de l'échec. On parle également des algorithmes. On dit, oui, les algorithmes aujourd'hui éliminent toutes les possibilités, éliminent toutes les opportunités, ont changé les marchés. Oui, les marchés ont changé. Les marchés sont beaucoup plus volatiles. Mais c'est là, et aujourd'hui je vais revenir sur ce point extrêmement important, c'est sur quelle durée de temps vous allez travailler, quelles sont les meilleures opportunités, comment trouver les meilleures opportunités. Et donc si vous allez sur l'infiniment petit, si vous vous confrontez à des algorithmes de trading, si vous allez sur des stratégies qui consistent justement à être en concurrence avec eux, vous êtes mort. Et donc il faut prendre un peu de hauteur. Donc comprendre, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais revenir sur des... Peut-être ça va être un peu technique, mais pas trop. Mais l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui fait les marchés aujourd'hui, pourquoi ils bougent, pourquoi ils sont un peu plus difficiles, mais comment justement éviter certaines erreurs classiques. Donc je reviendrai dessus. Et bien évidemment on parle des courtiers. Alors bien évidemment il y a des courtiers qui sont véreux, il y en a d'autres qui sont moins bien, d'autres qui sont meilleurs, d'autres qui proposent des frais élevés. Moi c'est tout ce que j'ai toujours dit. Je ne recommande aucun courtier, mais faites votre travail, faites votre analyse, essayez d'aller chez un courtier sérieux, régulier, avec des frais de transaction extrêmement faibles. Oubliez cette idée de service, etc. etc. Alors, 90% de traders, à mon sens, échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne approche. Ils ne sont pas concentrés sur le processus. Ils perdent un temps fou, et ça, c'est encore une fois, c'est très très important, à rechercher la martingale. C'est-à-dire que alors tout à l'heure, j'ai un monsieur qui est au premier rang, qui me dit Tammy, j'ai lu votre bouquin il y a quelques années, je l'utilise pour étudier les marchés sur le très long terme. Et il me dit c'est super, le RSI je l'utilise, il marche très bien et c'est incroyable. Et je lui dis moi-même c'est incroyable. Alors je suis revenu hier sur la psychologie des foules, j'ai donné des explications pourquoi le RSI est efficace, quelles sont les raisons à l'origine de son efficacité. Mais on est bien d'accord que moi ce que j'ai fait à l'origine, c'est que j'ai lu tous les bouquins, j'ai étudié énormément d'indicateurs, mais à un certain moment, j'ai éliminé toutes ces informations pour me centrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui était efficace? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Pourquoi perdre son temps à rechercher énormément d'indicateurs alors que vous avez quelques indicateurs qui vous donnent une bonne information? Et donc mon objectif a été justement de faire simple pour me focaliser sur l'essentiel. Quels sont les mouvements les plus intéressants, les plus puissants? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en trading, on perd toute rationalité très rapidement. Et si vous n'êtes pas concentré en situation, si vous n'avez pas une vraie idée solide sur ce que fait le marché, vous êtes largué. Donc en ayant une approche simple, pas simpliste, mais simple, que vous comprenez bien et que vous travaillez sur la durée, c'est là où vous allez développer un avantage. Par contre, si à chaque fois vous recherchez un nouvel indicateur, vous ne développez pas d'avantage. Jamais, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. La grande majorité, justement, des personnes qui débutent sur les marchés le font de la pire manière qui soit. On est dans cette recherche de la martingale. Et moi, je suis désolé de vous décevoir, parce qu'il y en a beaucoup qui vont encore me dire « Oui, mais Tammy, il y a ces systèmes. » Il n'y en a pas. D'accord? Donc, on est dans ce problème du « Qu'est-ce qui me permettra de devenir riche très vite sans fournir d'efforts ?» Désolé, hein, comme dans le sport, qu'est-ce qui va me permettre de devenir musclé? Alors on a tous les appareils électriques, alors on a des appareils miracles, on a des publicités qui vous montrent cet appareil qui vous permettra de devenir très fort, très musclé, très beau en 2 semaines. Ben, si vous voulez y croire, libre à vous. Moi je ne crois pas. Donc en trading, ben, justement, les efforts, ça ne veut pas dire non plus la douleur, la souffrance, mais au moins un travail régulier sur une période longue pour effectivement devenir bon. Et alors là, autre point important, c'est que les personnes viennent ou débutent sur les marchés, ils veulent aller trop vite. Or, comme en boxe, vous allez prendre des coups, d'accord? Donc un trader, il va prendre des pertes. Et donc il faut accepter le fait que vous allez effectivement essuyer des pertes. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est que se dire, est-ce qu'un boxeur va refuser des coups? Non, ça fait partie de son métier. Mais le trader doit également l'accepter. Mais comment il va l'accepter? En considérant que ça fait partie de son système de trading.
en considérant que les pertes sont partie intégrante de sa manière de travailler. Et donc, par exemple, sur 10 trades, si j'en ai 6 ou 7 qui sont gagnants, c'est très bien. Mais il faut l'intégrer dans votre système. Et il faut le considérer comme faisant partie du jeu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, il est encore concret. C'est que moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Je travaille bien, mais dès que je perds, je refuse mes pertes. » On est dans la psychologie pure et simple. C'est-à-dire qu'on refuse de perdre. Il y a ce phénomène d'aversion aux pertes. Je perds, je refuse de voir ma perte, je renforce ma position, et c'est souvent les faillites en trading, elles commencent comme ça. Donc la meilleure manière d'éliminer justement la douleur liée aux pertes, c'est de les accepter dès le départ. Et dès le départ de se dire, ça fait partie du jeu. Si je ne l'accepte pas, eh ben, je ne deviendrai jamais trader. Comme un boxeur. Si le boxeur il a peur de prendre des coups, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. On est bien d'accord. Donc être dans cette logique comme un boxeur. Et donc autre point important, on est encore une fois dans cette recherche de la martingale. Et est-ce qu'un boxeur peut maîtriser et devenir un boxeur professionnel au bout de 3 mois? On est bien d'accord que non. Il va pratiquer jusqu'à devenir un trader professionnel ou un boxeur professionnel. Idem pour le trader. Et enfin, autre point important, j'entends souvent des personnes qui me disent, ou alors qui m'écrivent, Tammy, c'est quoi le coût? Est-ce qu'il y a un coût à faire en trading? Est-ce qu'il y a effectivement une opportunité extraordinaire? Et moi, à chaque fois, je leur réponds, il n'y en a pas. D'accord? Parce qu'encore une fois, je peux avoir une idée, mais je sais, le plus important pour moi, c'est pas l'idée, c'est comment je vais la travailler, comment je vais me positionner, comment je vais la gérer. C'est encore une fois le processus. Pour moi, c'est effectivement ce qui fera la différence. Donc un boxeur expérimenté ne va pas nécessairement rechercher le chaos lorsqu'il va monter sur le ring. Idem pour le trader. Le trader qui recherche le chaos n'a rien compris. Donc, la réussite passe par la case perte, et pas de réussite possible si vous n'acceptez pas d'essuyer des pertes. Ça demande du temps, et c'est une quête permanente. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. En permanence, on cherche à s'améliorer. En permanence, on cherche effectivement à affiner certains principes. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le temps, ça devient quasiment un automatisme. C'est comme un boxeur, tac, tac, qui sait comment taper son adversaire, comment se défendre, comment se protéger. Et le trader, c'est un petit peu la même chose. Il sait rapidement est-ce qu'il doit se positionner, est-ce qu'il doit être défensif, comment faire. Et moi, avec mes étudiants, c'est vraiment, les résultats des étudiants ne sont pas là par hasard. C'est le fruit d'un travail. Tous les jours, on répète. C'est d'entraînement. Et c'est pas forcément sorcier, mais c'est cette répétition qui fait la différence. Comprenez-moi encore une fois, on ne recherche pas la martingale, on recherche le fait de travailler un processus. Et c'est ce processus qui permettra de faire la différence. Donc la réussite est une quête permanente. Et donc un grand boxeur va répéter inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils fassent partie de lui. Idem pour un golfeur, un joueur de foot, un nageur. Qu'est-ce qu'ils font tous ces sportifs? Ils répètent. Est-ce qu'ils sont en quête d'un nouvel indicateur, d'une nouvelle technique? Non, c'est idiot. Ils répètent le même mouvement de manière... Alors après, effectivement, certains vont développer une certaine technique, d'autres vont développer d'autres techniques, d'accord? Mais ils vont répéter les mêmes mouvements, les mêmes gestes, et même dans les sports collectifs, comme le foot, il y a des combinaisons qui vont travailler à plusieurs reprises et qui vont effectivement utiliser lors des grands matchs. Donc on est bien dans cette répétition, et c'est cette répétition qu'on va utiliser en situation. Donc, pourquoi en serait-il autrement pour un trader? Et donc, le problème, il est encore évident, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui recherchent en permanence des raccourcis pour passer du point A au point B. Et il n'y a pas de raccourci. Il y a justement, effectivement, pas mal de travail. Je reviens sur ce principe que l'on a retrouvé pour les experts. Donc, il y a pas mal de recherches qui montrent qu'il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert dans n'importe quel domaine. Si on rapporte ça au nombre d'heures en trading, par exemple, il faut 8 heures par jour, en supposant que l'on travaille tous les jours de la semaine, ça signifie qu'il faudrait environ 6 années de trading pour devenir un expert. Et l'idée, c'est qu'on peut raccourcir cette durée en travaillant un processus, en étant extrêmement efficace, mais on ne devient pas, encore une fois, expert en 2 mois ou en 3 mois. Et l'idée, elle est là, c'est que ça demande des années de travail. Maintenant, on peut accélérer le processus si on fait les bonnes choses. Alors, l'autre point, c'est le mythe de l'alchimiste, et ça, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, et on le ressent, contrairement à n'importe quelle autre activité, le trading, c'est l'un des seuls domaines où l'on recherche de nouvelles méthodes en permanence.
Et on peut appliquer les mêmes principes aux personnes qui veulent maigrir, arrêter de fumer, etc., etc. Et donc, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de formule magique et il n'y a rien de plus stupide que cette manière de penser. C'est pas trouver une autre méthode, c'est pas trouver un autre indicateur qui est la solution. Et alors, je reviens rapidement sur le monde sportif, le domaine sportif, parce que ça va nous aider pour le trading. Moi, j'utilise beaucoup des principes. J'emprunte énormément de principes que l'on retrouve dans le domaine sportif au trading. Et là, par exemple, on va prendre le cas de la boxe ou du judo. On est bien d'accord qu'il y a quelques prises, il n'y en a pas une infinité. Et imaginez donc un boxeur qui vient vous voir en vous disant voilà, bonjour Jean, j'ai une nouvelle technique. Une nouvelle technique qui vous permettra de mettre KO tous vos adversaires. Vous allez lui rire au nez. Mais le problème, c'est qu'en trading, ça paraît presque normal. J'ai une nouvelle technique qui est super efficace, qui est... Et encore une fois, on voit bien qu'il y a un problème. C'est que cette recherche permanente du nouveau système, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher un système solide, au contraire, hein, c'est important d'avoir une méthodologie solide. Mais une fois que vous avez cette méthodologie, eh bien, il faut l'appliquer, d'accord? Et il faut la pratiquer. Et le problème, c'est qu'on ne lui donne pas suffisamment de temps pour nous prouver qu'elle est bonne ou pas. Et surtout, dès qu'on a une petite perte, on se dit c'est la méthode qui est le problème. On oublie que nous sommes le problème. Donc, imaginez aussi, hein, on a beaucoup de personnes qui vont sur des forums, qui regardent des vidéos, qui vous disent voilà, j'ai regardé toutes les vidéos de Mohamed Ali et maintenant je sais boxer comme lui. On va lui répondre aussi, hein, parce que c'est pas le fait de regarder les vidéos, c'est pas le fait de regarder la télé qui va nous permettre de devenir bon. Alors, ça c'est véritablement, donc j'ai voulu faire ce parallèle entre sport, trading, d'accord? Et donc l'importance du processus, l'importance d'être structuré, l'importance de ne pas rêver, l'importance de se dire que derrière chaque sportif, il y a le résultat du sportif, il ne l'a pas obtenu comme ça, par hasard. Ça a été le fruit d'un processus structuré, d'un programme, d'un travail intensif, et que c'est ce travail qui lui a permis de faire la différence, et rien d'autre. D'accord? Maintenant, bien évidemment, travailler de manière efficace, parce qu'il y a travail et travail. La personne qui est devant son écran et qui est sur Facebook, Twitter et qui n'est pas du tout concentrée, et la personne qui travaille de manière efficace. Alors, le grand 2, c'est justement le point que j'avais développé tout à l'heure, c'est l'efficacité à l'ère des algorithmes. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on a énormément d'ordres sur les marchés qui sont passés par les algorithmes de trading. Alors, je reprends ici les chiffres de l'AMF, 50% des ordres d'achat et de vente sur l'indice CAC 40 seraient trustés par 3 sociétés spécialisées dans le trading haute fréquence, Citadel Securities, Gepco et Knight Capital Group. Donc ces chiffres nous montrent une chose, c'est que la donne a changé. Et pourquoi cette donne a changé? Bon, j'en ai parlé un petit peu hier. C'est que ça coûte beaucoup moins cher de recourir à des algorithmes de trading. On a des machines, elles ne font pas de grève, elles sont très sympas, et puis on programme et ça passe. On est également dans cette notion d'industrialisation de la finance. Et donc, comme toute industrie, on pense, et c'est très très important, qu'on peut effectivement modéliser les mouvements sur les marchés financiers, utiliser des algorithmes pour anticiper ce qui se passe sur les marchés. Mais c'est surtout une question de coût. On cherche à économiser des coûts, d'accord? Donc, on réduit, il y a beaucoup moins de brokers qu'avant, beaucoup moins de traders que dans les salles de marché, et ça, d'une certaine manière, il y a la logique première, c'est une logique de coût. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une industrie classique, que les marchés financiers sont régis, et hier j'ai beaucoup et lourdement insisté dessus, sont régis par la psychologie des foules, sont régis par des phénomènes d'euphorie, par des phénomènes de panique. Et donc le fait de se dire les marchés se comportent comme n'importe quelle autre industrie, c'est faux, d'accord? Et c'est le danger. Et alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut développer un système de trading solide et efficace alors qu'on parle, et là j'ai parlé du marché français, on a 90% des ordres, même un peu moins, mais sur le marché américain, 30% des transactions sont le fait des algorithmes de trading. L'analyse technique, et encore une fois, ça c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a posée. Alors en 2007, j'avais donné une interview, on me disait, Tammy, est-ce qu'on peut encore anticiper les marchés avec l'analyse technique? Et là, monsieur, bon, et encore une fois, c'est... Moi, j'utilise les mêmes indicateurs, je n'ai pas changé. Et ils sont extrêmement efficaces. Et ça m'a prouvé une chose, c'est que le plus important, c'est de comprendre la psychologie des foules, que les marchés, on ne peut pas tout modéliser, et que si vous avez une véritable, une réelle compréhension des marchés, vous pouvez développer un avantage. Par contre, il faut cette culture, il faut ce travail, il faut travailler le processus. Donc, il faut bien maîtriser les marchés financiers. Donc,
L'analyse technique a-t-elle encore ses chances? Alors, rapidement, les avantages de la machine, on les connaît tous. Pas d'émotion. Le point faible de n'importe quel individu qui est sur les marchés financiers, ce sont les émotions. On peut avoir le meilleur système, on peut avoir la meilleure méthode. Si vous ne l'appliquez pas de manière régulière, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez vous faire massacrer. Donc, il faut appliquer la méthode à la lettre. Premièrement, donc, pas d'émotion. Deuxièmement, elle fait ce qu'on lui demande de faire. On lui dit, voilà, d'acheter si tel niveau est cassé, elle le fait. On lui dit de vendre si tel niveau est cassé à la baisse, elle le fait. Donc, la machine obéit. Alors que le trader, il peut par exemple ne pas être devant ses écrans, il peut, donc, et c'est là où moi, quand j'ai un étudiant hier qui m'a dit, Tammy, parfois le marché bouge, j'ai le signal, mais je n'étais pas devant mon écran. Je dis voilà, c'est un métier, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas devant votre écran, focalisé, totalement concentré, vous avez vos niveaux, au moins vous avez une alerte, et dès que l'alerte est déclenchée, ben, il faut être devant son écran. Encore une fois, et j'en reviens à la boxe, si vous êtes sur un ring et vous regardez votre compte Facebook ou vous allez à la cuisine, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous faites massacrer. Donc, à un certain moment, il faut véritablement considérer le trading comme un domaine où il faut être totalement concentré. Et si vous ne pouvez pas être concentré toute la journée, au moins pendant 4 heures. Mais il faut être concentré parce qu'il n'y a pas de secret. Les frais de courtage sont très faibles. Comme on a énormément de transactions, ils ont des frais de courtage ridicules. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer des micro-mouvements. Et donc, leur point fort, il est là. Ils jouent les micro-mouvements. Autre point important, la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à la vitesse de la nanoseconde. Donc, c'est assez impressionnant. Ça va très très vite. Et donc, par exemple, on a des programmes qui sont installés à côté des places de marché. Et l'idée, dès qu'il y a effectivement une information ou dès qu'il y a un signal, l'ordre est passé. L'homme, il est encore en train de le regarder sur le graphe. Il y a déjà un ordre qui est passé. Donc, on a déjà un temps de retard par rapport au marché. Et ça, il faut le prendre en compte. Moi, je ne l'évacue pas et je ne l'exclus pas. Donc, rapidité d'exécution, donc énormément d'avantages des algorithmes par rapport aux individus. Et alors, c'est là où la question, donc l'article, je le publie en 2007. Et pour un magazine spécialisé dans les black box, trading algorithmique, qui s'appelle Next Finance. C'est un article qui est très très lu par les traders algorithmiques. Et donc, la personne, en l'occurrence, c'était Franck Yange, qui est d'ailleurs trader pour une banque française et trader algorithmique, me pose pas mal de questions sur les black box. Et il me dit, Tammy, est-ce que aujourd'hui les black box vont décimer les traders discrétionnaires? Et moi, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, pour moi, les black box aujourd'hui, c'est, encore une fois, on est dans le mythe de l'alchimiste, de la formule magique. On pense qu'ils ont un avantage, mais ils ont cet avantage probablement, mais à un certain moment, il y aura une concurrence. Parce que les modèles, c'est facile de les dupliquer. Par contre, l'individu, les compétences d'un individu, c'est très difficile. On peut effectivement avoir une machine qui donne des coups, mais un boxeur, s'il ne s'entraîne pas, il ne donnera jamais des coups. Et encore une fois, on est dans le domaine des marchés financiers, d'où, encore une fois, l'importance de la nature humaine. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? En 2007, on a un crack. Des crises de subprime, des indicateurs techniques qui valident de gros signaux baissiers. Et à l'époque, on a la faillite de nombreux fonds quantitatifs, dont celui de Goldman Sachs. Goldman Sachs, à l'époque, perd 2 milliards de dollars sur ces fonds quantitatifs. Et il se trouve qu'au même moment, on a des traders de Goldman Sachs, des traders discrétionnaires qui vendent le marché et qui gagnent l'équivalent de 4 milliards de dollars. Et donc, l'idée, elle est précise. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, justement, ces algorithmes ont perdu à l'époque? La raison, elle est très simple. À un certain moment, ils étaient tous acheteurs. Il n'y avait plus de liquidité parce qu'ils avaient tous retiré les ordres d'achat. Et donc, le marché a glissé et ils sont tous fait massacrer. Parce qu'encore une fois, ils jouent, et c'est très simple, ils jouent des quantités importantes, très importantes, pour jouer des petits mouvements. Et quand, donc, par exemple, je joue je ne sais combien de milliards, si je joue un pip ou 2 pips, d'accord, ok, donc je peux effectivement ensuite me dire j'ai un stop, si le marché baisse contre moi de 1 pip ou 2 pips, je coupe ma position. Mais si ensuite le marché n'a plus de liquidité, il baisse fortement. Et si à un certain moment on n'a plus d'ordre d'achat, qu'est-ce qui se passe? Le marché va contre moi, et puis bien évidemment j'ai su une perte qui est largement supérieure à 2 ou 3 pips. Et donc il suffit effectivement d'un mouvement assez important pour, comment dirais-je,
mettre en faillite un fonds quantitatif. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. On a pas mal de fonds quantitatifs qui n'ont pas vu ce changement, qui se sont dit, on a des systèmes qui marchent, et on avait pas mal de fonds quantitatifs qui étaient gagnants, et qui subitement ont fait faillite. Et ils étaient gagnants, donc tout le monde s'est dit, la martingale, le mythe de l'alchimiste, ça marche. Et puis du jour au lendemain, faillite, alors que des traders discrétionnaires ont gagné. Et donc là, j'ai envie de revenir rapidement sur... je suppose que pas mal ont assisté à la conférence d'hier sur les indicateurs techniques. Donc rapidement, j'ai envie de revenir sur l'épisode 2007. Et en 2007, à l'époque, on a des économistes qui nous disent le marché est haussier, tout est haussier, etc. etc. Mais moi, sur mes indicateurs, j'avais déjà pas mal de signaux vendeurs. Et tout était vendeur. Le RSI, le stochastique, le MACD, on avait énormément de signaux qui donnaient effectivement un signal de vente. Donc moi, quand je vois ça, un marché qui effectivement casse sa moyenne mobile, un marché où les indicateurs techniques cassent la zone de neutralité, donc un marché où tous les signaux vendeurs sont présents, eh bien je me suis dit effectivement ça ne sont pas bons. Et là j'ai envie de revenir sur le graphique du CAC 40 sur une période assez longue. Vous voyez ici on est en 2007, d'accord, 2007, et vous voyez ici divergences géantes qui sont validées, et puis un marché effectivement qui s'effondre avec un point haut, puis un deuxième point haut et un marché qui véritablement s'effondre. Et on voit une technique extrêmement simple que j'utilise, que pas mal de personnes utilisent, qui marche à la perfection. Et cette technique, elle se base avant tout sur ces phénomènes d'euphorie et de panique. Et c'est ce que j'avais développé hier, on était dans une période d'euphorie, le marché avait beaucoup monté, et cet indicateur nous a permis de cerner un retournement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait ces signaux de retournement présents partout. Pourquoi je reviens dessus? Parce que regardez ce qu'avait dit Patrick Artus, qui est quand même un économiste assez connu en France. Il avait dit à l'époque, rien sur le plan fondamental ne permet de justifier la baisse. Rien sur le plan fondamental, et juste après, le marché s'est effondré. Donc sur le plan fondamental à l'époque, le grand consensus était acheteur, à part Nouriel Roubini, dont j'ai parlé hier, mais lui il était baissier depuis 2005. En 2005 on était là, hein, d'accord? Puis le marché a monté, et là il est devenu une star parce qu'il avait dit j'anticipe la baisse. Mais bon, c'était un peu tard. Donc ici, sur le CAC 40, vous voyez une forte baisse. Sur idem, la Société Générale, regardez, la divergence majeure sur les plus hauts, la cassure de la zone de neutralité, et c'était presque magique. Et on avait sur tous les indices, toutes les actions, des signaux extrêmement vendeurs. Et ça, c'était un signal assez extraordinaire. Et pourquoi je vous dis, c'était d'autant plus extraordinaire que la personne en question m'avait dit, Tami, les black box vont chasser les traders discrétionnaires, et c'était le contraire qui s'est passé, puisqu'à l'époque, beaucoup de fonds quantitatifs avaient fait faillite. Là, idem, Morgan Stanley, on avait également un magnifique signal vendeur. Vous voyez ici, crise de subprime, baisse, et les indicateurs techniques qui sont extrêmement vendeurs, donc des signaux extrêmement vendeurs sur les banques, sur des indices français, américains, donc des signaux, on ne pouvait pas rater ce mouvement. Et c'est là où des personnes vont me dire, oui, mais est-ce que ça va changer? Non. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce qu'on a encore ça aujourd'hui. La nature humaine, elle est immuable. Les phénomènes psychologiques sont toujours présents. Donc on peut dire certains gérants vont utiliser cette technique, mais c'est faux, parce que les gérants sont toujours dominés par leurs émotions, les biais psychologiques sont extrêmement présents en finance. Et la personne qui fera véritablement la différence, c'est la personne qui ne tombera pas dans le piège des émotions, des biais psychologiques. Donc, ici, alors, 2007, donc la faillite des algorithmes, et on a effectivement ces algorithmes qui perdent énormément d'argent. Et alors ces stratégies, il faut le savoir, elles sont développées par des équipes extrêmement brillantes, des moyens considérables, on a des polytechniciens, on a des ingénieurs du MIT, on a les meilleurs mathématiciens de la planète, les meilleurs physiciens de la planète qui développent ces systèmes de trading. Et là, l'idée, elle est là, est-ce que ces mathématiciens peuvent modéliser les marchés financiers? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui fait bouger les marchés financiers? Est-ce qu'ils peuvent développer des systèmes qui battent les marchés financiers? Alors on pourrait le croire, certains l'ont fait, mais il se trouve qu'il y a comme un moule. Ils font les mêmes formations, ils développent les mêmes algorithmes, ils passent par
les mêmes écoles. Et quand je vous ai parlé de la faillite en 2007, c'était un problème d'illiquidité. Ils étaient tous dans le même sens, comme par hasard. Et ils ont fait faillite parce qu'ils étaient tous dans le même sens et il n'y avait plus personne pour les racheter. Et donc le marché s'est effondré et ils se sont fait éjecter. Et donc là, on voit un phénomène très très intéressant que je défends depuis pas mal d'années, c'est que oui, ils sont efficaces, mais ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs limites. D'où l'importance pour un individu justement de développer un système qui prenne en compte ses limites. Là, je reviens sur un autre trader algorithmique très célèbre, Haim Bodek. Haim Bodek, il a lancé un fonds dans les années 2000. Ce fonds, il a réalisé une performance impressionnante. C'était une courbe, ça montait. Il n'y avait pas de drawdown. Hein. C'était presque, on se disait, qu'est-ce qu'il fait le gars? C'était impressionnant. Ça monte. Et du jour au lendemain, faillite. Et pourquoi il a fait faillite? Parce qu'il y a eu un petit changement. Les traders, les autres algorithmes de trading avaient la possibilité de placer des ordres une fraction de seconde avant lui. Et ils avaient obtenu la possibilité de la part de l'échange de passer cet ordre une fraction de seconde avant ce monsieur. Et là, ce gars qui est ultra brillant, il côtoie des prix Nobel de physique, c'est un physicien de haut vol, il travaille pour Blair Hull, c'est le pionnier dans le trading algorithmique, il a une performance impressionnante, ininterrompue, il fait faillite. Et il ne comprend pas pourquoi. Et il dit c'est la faute du marché, c'est la faute du régulateur, mais c'est surtout la faute, le fait de croire qu'il y a une martingale. Le fait de croire qu'il y a un système infaillible, le fait de croire qu'il y a quelque chose qui va marcher tout le temps. Et donc, le problème du trading algorithmique, et pourquoi je le dis encore une fois, quand une personne me dit je développe mon système de trading algorithmique avec MT4, je me dis il faut redescendre sur Terre. Hein. Si le gars il a des équipes de fous, il a des serveurs qui lui permettent de passer des ordres à vitesse grand V, il a des milliards et des milliards qui sont investis, et du jour au lendemain il fait faillite, c'est pas le particulier qui va trader avec un MT4 qui va le battre, on est bien d'accord. Donc il faut à un certain moment être réaliste. Et il faut être réaliste et se dire, ok, les algorithmes ont un avantage, comment développer un avantage? Donc par la suite, bien évidemment, il justifie sa faillite par les délits d'initié. Alors délits d'initié, c'est qu'ils ont une information légèrement avant lui. Et cette information fait que tout son système est tombé à l'eau. Et donc, ces délits d'initié permettent effectivement de bénéficier au fond en accédant à l'info avant les autres. Mais moi, le point le plus important que j'ai envie de développer, c'est qu'il ne faut jamais oublier le côté humain. D'accord ? Le côté humain qui est omniprésent sur les marchés financiers. Et ici, j'ai envie de revenir et je vais rapidement, même si ce n'est pas l'objet de la conférence, mais en même temps, c'est intéressant de savoir comment il fonctionne. Et vous comprendrez pourquoi je développe cet aspect, parce que ça permet de comprendre également quels sont les mouvements les plus efficaces. Quels sont les mouvements où les probabilités de succès pour nous sont les plus intéressantes. Alors ici, je reviens sur Emmanuel Derman. Emmanuel Derman, c'est un physicien brillant qui était le boss des quants, donc des traders algorithmiques matheux, chez Goldman Sachs. Il publie un bouquin en 2007, il publie un bouquin en 2012. Dans ce bouquin, alors en 2007, il disait les quants c'est super, c'est extra. En 2012, il nous a dit pourquoi les modèles se comportent mal. Moi, j'avais écrit ça en 2007. Et en 2007, vous retrouverez l'article, je disais les traders peuvent battre les black box. Et je donnais des raisons précises. Et je parlais notamment de la psychologie humaine. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, sa réflexion, elle rejoint entre guillemets la mienne, puisque, mais 5 ans après. D'accord ? Et là, rapidement, Derman, il s'est aperçu d'une chose. Donc, son fonds avait fait faillite. D'accord, chez Goldman Sachs, le gars il était très brillant, très intelligent, tout ce que vous voulez, son fonds fait faillite. Et alors, il explique dans son bouquin, il dit, en physique, vous jouez contre Dieu, Dieu ne change pas les règles très souvent. En finance, vous jouez contre les créatures de Dieu, des agents qui vont valoriser un actif en se basant sur des opinions éphémères. Et c'est là où on voit qu'il introduit le côté humain, la psychologie humaine, et que si un modèle mathématique n'a pas forcément un avantage par rapport à l'homme, les raisons sont évidentes, c'est que le modèle mathématique ne prend pas en compte les comportements humains, ou n'arrive pas à modéliser de manière parfaite les comportements humains. Et pour Derman, autre point important,
Les économistes n'ont rien compris au marché, ils se trompent en essayant de mathématiser à tout prix les phénomènes humains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors j'avais été invité une fois sur France 3, donc c'était Ce soir au jamais. Et Tadei avait invité à mes côtés Eliette Gemant, donc qui est une mathématicienne. Et elle me disait les marchés sont parfaits, je connais Samuelson, le côté psychologique c'est sympa, mais bon, de là à introduire la psychologie dans les salles de marché, non. Elle m'avait dit ça. Et moi je lui avais dit justement, l'erreur de beaucoup de salles de marché, c'est qu'on a totalement occulté le côté psychologique et on s'est focalisé sur les mathématiques. Et l'un des problèmes, il est là, c'est que même à la Société Générale, on avait des personnes très brillantes, mais Kerviel, qui n'avait pas fait Polytechnique, etc., il était presque à l'origine de la faillite de la Société Générale, tout simplement du fait de certaines erreurs psychologiques et d'un mauvais contrôle. Et il aurait pu effectivement plomber la Société Générale, et on voit bien que malgré les polytechniciens, ils n'ont pas pu empêcher cette catastrophe. Et là, on voit bien que les économistes n'ont rien compris au marché, et on ne peut pas tout mathématiser. Les mathématiques ont une puissance, mais elles sont limitées parce que les marchés financiers ont une logique. Il y a une logique qui n'est pas celle des mathématiques, il y a une logique qui n'est pas celle des fondamentaux qu'on nous apprend à l'école, à l'université. D'accord ? Les marchés financiers ont une logique, et il faut comprendre cette logique pour effectivement tirer son épingle du jeu. C'est les marchés avec l'analyse technique. Et là, monsieur, et encore une fois, moi j'utilise les mêmes indicateurs, je n'ai pas changé. Et ils sont extrêmement efficaces. Et ça m'a prouvé une chose, c'est que le plus important, c'est de comprendre la psychologie des foules, que les marchés, on ne peut pas tout modéliser, et que si vous avez une réelle compréhension des marchés, vous pouvez développer un avantage. Par contre, il faut cette culture, il faut ce travail, il faut travailler le processus. Donc il faut bien maîtriser les marchés financiers. Donc, l'analyse technique a-t-elle encore ses chances? Alors, rapidement, les avantages de la machine, on les connaît tous. Pas d'émotion. Le point faible de n'importe quel individu qui est sur les marchés financiers, ce sont les émotions. On peut avoir le meilleur système, on peut avoir la meilleure méthode. Si vous ne l'appliquez pas de manière régulière, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez vous faire massacrer. Donc, il faut appliquer la méthode à la lettre. Premièrement, donc pas d'émotion. Deuxièmement, elle fait ce qu'on lui demande de faire. On lui dit, voilà, d'acheter si tel niveau est cassé, elle le fait. On lui dit de vendre si tel niveau est cassé à la baisse, elle le fait. Donc la machine obéit. D'accord ? Alors que le trader, il peut par exemple ne pas être devant ses écrans, il peut. Donc, et c'est là où moi, quand j'ai un étudiant hier qui m'a dit, Tammy, parfois le marché il bouge, j'ai le signal, mais je n'étais pas devant mon écran. Je dis voilà, c'est un métier, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas devant votre écran, focalisé, totalement concentré, vous avez vos niveaux, au moins vous avez une alerte, et dès que l'alerte est déclenchée, il faut être devant son écran. Encore une fois, et j'en reviens à la boxe, si vous êtes sur un ring et vous regardez votre compte Facebook ou vous allez à la cuisine, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous faites massacrer. Donc, à un certain moment, il faut véritablement considérer le trading comme un domaine où il faut être totalement concentré. Et si vous ne pouvez pas être concentré toute la journée, au moins pendant 4 heures. Mais il faut être concentré parce qu'il n'y a pas de secret. Les frais de courtage sont très faibles. Comme on a énormément de transactions, ils ont des frais de courtage ridicules. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer des micro-mouvements. Et donc, leur point fort, il est là. Ils jouent les micro-mouvements. Autre point important, la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à la vitesse de la nanoseconde. Donc, c'est assez impressionnant. Ça va très très vite. Et donc, par exemple, on a des programmes qui sont installés à côté des places de marché. Et l'idée, dès qu'il y a effectivement une information ou dès qu'il y a un signal, l'ordre est passé. L'homme, il est encore en train de le regarder sur le graphe. Il y a déjà un ordre qui est passé. Donc, on a déjà un temps de retard par rapport au marché. Et ça, il faut le prendre en compte. Moi, je ne l'évacue pas et je ne l'exclus pas. Donc, rapidité d'exécution, donc énormément d'avantages des algorithmes par rapport aux individus. Et alors, c'est là où la question, donc l'article, je le publie en 2007. Et pour un magazine spécialisé dans les black box, trading algorithmique, qui s'appelle Next Finance. C'est un article qui est très très lu par les traders algorithmiques. Et donc, la personne, en l'occurrence, c'était Franck Yange, qui est d'ailleurs trader pour une banque française, et trader algorithmique, me pose pas mal de questions sur les black box. Et il me dit, Tammy, est-ce que aujourd'hui les black box vont décimer les traders discrétionnaires? Et moi, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, pour moi, les black box aujourd'hui, c'est, encore une fois, on est dans le mythe de l'alchimiste, de la formule magique.
On pense qu'ils ont un avantage, mais ils ont cet avantage probablement, mais à un certain moment, il y aura une concurrence, parce que les modèles, c'est facile de les dupliquer. Par contre, l'individu, les compétences d'un individu, c'est très difficile. On peut effectivement avoir une machine qui donne des coups, mais un boxeur, s'il ne s'entraîne pas, il ne donnera jamais des coups. Et encore une fois, on est dans le domaine des marchés financiers, d'où, encore une fois, l'importance de la nature humaine. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? En 2007, on a un crack. Les crises de subprime, des indicateurs techniques qui valident de gros signaux baissiers. Et à l'époque, on a la faillite de nombreux fonds quantitatifs, dont celui de Goldman Sachs. Goldman Sachs, à l'époque, perd 2 milliards de dollars sur ces fonds quantitatifs. Et il se trouve qu'au même moment, on a des traders de Goldman Sachs, des traders discrétionnaires qui vendent le marché et qui gagnent l'équivalent de 4 milliards de dollars. Et donc, l'idée, elle est précise. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que justement, ces algorithmes ont perdu à l'époque? La raison, elle est très simple. À un certain moment, ils étaient tous acheteurs. Il n'y avait plus de liquidité parce qu'ils avaient tous retiré les ordres d'achat. Et donc, le marché a glissé et ils se sont tous fait massacrer. Parce qu'encore une fois, ils jouent, et c'est très simple, ils jouent des quantités importantes, très importantes, pour jouer des petits mouvements. Et quand, donc, par exemple, je joue je ne sais combien de milliards, si je joue un pip ou 2 pips, d'accord, ok, donc je peux effectivement ensuite me dire j'ai un stop, si le marché baisse contre moi de 1 pip ou 2 pips, je coupe ma position. Mais si ensuite le marché n'a plus de liquidité, il baisse fortement. Et si à un certain moment on n'a plus d'ordre d'achat, qu'est-ce qui se passe? Le marché va contre moi, et puis bien évidemment j'ai su une perte qui est largement supérieure à 2 ou 3 pips. Et donc il suffit effectivement d'un mouvement assez important pour, comment dirais-je, mettre en faillite un fonds quantitatif. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. On a pas mal de fonds quantitatifs qui n'ont pas vu ce changement, qui se sont dit, on a des systèmes qui marchent, et on avait pas mal de fonds quantitatifs qui étaient gagnants, et qui subitement ont fait faillite. Et ils étaient gagnants, donc tout le monde s'est dit, la martingale, le mythe de l'alchimiste, ça marche. Et puis du jour au lendemain, faillite, alors que des traders discrétionnaires ont gagné. Et donc là, j'ai envie de revenir rapidement sur... je suppose que pas mal ont assisté à la conférence d'hier sur les indicateurs techniques. Donc rapidement, j'ai envie de revenir sur l'épisode 2007. Et en 2007, à l'époque, on a des économistes qui nous disent le marché est haussier, tout est haussier, etc. etc. Mais moi, sur mes indicateurs, j'avais déjà pas mal de signaux vendeurs. Et tout était vendeur. Le RSI, le stochastique, le MACD, on avait énormément de signaux qui donnaient effectivement un signal de vente. Donc moi, quand je vois ça, un marché qui effectivement casse sa moyenne mobile, un marché où les indicateurs techniques cassent la zone de neutralité, donc un marché où tous les signaux vendeurs sont présents, eh bien je me suis dit effectivement ça ne sont pas bons. Et là j'ai envie de revenir sur le graphique du CAC 40 sur une période assez longue. Vous voyez ici on est en 2007, d'accord, 2007, et vous voyez ici divergences géantes qui sont validées, et puis un marché effectivement qui s'effondre avec un point haut, puis un deuxième point haut, et un marché qui véritablement s'effondre. Et on voit une technique extrêmement simple que j'utilise, que pas mal de personnes utilisent, qui marche à la perfection. Et cette technique, elle se base avant tout sur ces phénomènes d'euphorie et de panique. Et c'est ce que j'avais développé hier, on était dans une période d'euphorie, le marché avait beaucoup monté, et cet indicateur nous a permis de cerner un retournement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait ces signaux de retournement présents partout. Pourquoi je reviens dessus? Parce que regardez ce qu'avait dit Patrick Artus, qui est quand même un économiste assez connu en France. Il avait dit à l'époque, rien sur le plan fondamental ne permet de justifier la baisse. Rien sur le plan fondamental, et juste après, le marché s'est effondré. Donc sur le plan fondamental à l'époque, le grand consensus était acheteur, à part Nouriel Roubini, dont j'ai parlé hier, mais lui il était baissier depuis 2005. En 2005 on était là, hein, d'accord? Puis le marché a monté, et là il est devenu une star parce qu'il avait dit j'anticipe la baisse. Mais bon, c'était un peu tard. Donc ici, sur le CAC 40, vous voyez une forte baisse. Sur idem, la Société Générale, regardez, la divergence majeure sur les plus hauts, la cassure de la zone de neutralité, et c'était presque magique. Et on avait sur tous les indices, toutes les actions, des signaux extrêmement vendeurs.
Et ça, c'était un signal assez extraordinaire. Et pourquoi je vous dis, c'était d'autant plus extraordinaire que la personne en question m'avait dit, Tami, les black box vont chasser les traders discrétionnaires, et c'était le contraire qui s'est passé, puisqu'à l'époque, beaucoup de fonds quantitatifs avaient fait faillite. Là, idem, Morgan Stanley, on avait également un magnifique signal vendeur. Vous voyez ici, crise de subprime, baisse, et les indicateurs techniques qui sont extrêmement vendeurs, donc des signaux extrêmement vendeurs sur les banques, sur des indices français, américains, donc des signaux, on ne pouvait pas rater ce mouvement. Mais et c'est là où des personnes vont me dire, oui, mais est-ce que ça va changer? Non. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce qu'on a encore ça aujourd'hui. La nature humaine, elle est immuable. Les phénomènes psychologiques sont toujours présents. Donc on peut dire certains gérants vont utiliser cette technique, mais c'est faux, parce que les gérants sont toujours dominés par leurs émotions, les biais psychologiques sont extrêmement présents en finance. Et la personne qui fera véritablement la différence, c'est la personne qui ne tombera pas dans le piège des émotions, des biais psychologiques. Donc, ici, alors, 2007, donc la faillite des algorithmes, et on a effectivement ces algorithmes qui perdent énormément d'argent. Et alors ces stratégies, il faut le savoir, elles sont développées par des équipes extrêmement brillantes, des moyens considérables, on a des polytechniciens, on a des ingénieurs du MIT, on a les meilleurs mathématiciens de la planète, les meilleurs physiciens de la planète qui développent ces systèmes de trading. Et là, l'idée, elle est là, c'est est-ce que ces mathématiciens peuvent modéliser les marchés financiers? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui fait bouger les marchés financiers? Est-ce qu'ils peuvent développer des systèmes qui battent les marchés financiers? Alors on pourrait le croire, certains l'ont fait, mais il se trouve qu'il y a comme un moule. Ils font les mêmes formations, ils développent les mêmes algorithmes, ils passent par les mêmes écoles, et quand je vous ai parlé de la faillite en 2007, c'était un problème d'illiquidité. Ils étaient tous dans le même sens, comme par hasard. Et ils ont fait faillite parce qu'ils étaient tous dans le même sens et il n'y avait plus personne pour les racheter. Et donc le marché s'est effondré et ils se sont fait éjecter. Et donc là on voit un phénomène très très intéressant que je défends depuis pas mal d'années, c'est que oui, ils sont efficaces, mais ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs limites. D'où l'importance pour un individu justement de développer un système qui prenne en compte ces limites. Là je reviens sur un autre trader algorithmique très célèbre, Haim Bodek. Haim Bodek, il a lancé un fonds dans les années 2000. Ce fonds, il a réalisé une performance impressionnante. C'était une courbe, ça montait. Il n'y avait pas de drawdown. Hein. C'était presque, on se disait, qu'est-ce qu'il fait le gars? C'était impressionnant. Ça monte. Et du jour au lendemain, faillite. Et pourquoi il a fait faillite? Parce qu'il y a eu un petit changement. Les traders, les autres algorithmes de trading avaient la possibilité de placer des ordres une fraction de seconde avant lui. Et ils avaient obtenu la possibilité de la part de l'échange de passer cet ordre une fraction de seconde avant ce monsieur. Et là, ce gars qui est ultra brillant, il côtoie des prix Nobel de physique, c'est un physicien de haut vol, il travaille pour Blair Hull, c'est le pionnier dans le trading algorithmique, il a une performance impressionnante, ininterrompue, il fait faillite. Et il ne comprend pas pourquoi. Et il dit c'est la faute du marché, c'est la faute du régulateur, mais c'est surtout la faute, le fait de croire qu'il y a une martingale. Le fait de croire qu'il y a un système infaillible, le fait de croire qu'il y a quelque chose qui va marcher tout le temps. Et donc, le problème du trading algorithmique, et pourquoi je le dis encore une fois, quand une personne me dit je développe mon système de trading algorithmique avec MT4, je me dis il faut redescendre sur Terre. Hein. Si le gars il a des équipes de fous, il a des serveurs qui lui permettent de passer des ordres à vitesse grand V, il a des milliards et des milliards qui sont investis, et du jour au lendemain il fait faillite, c'est pas le particulier qui va trader avec un T4 qui va le battre, on est bien d'accord. Donc il faut à un certain moment être réaliste. Et il faut être réaliste et se dire, ok, les algorithmes ont un avantage, comment développer un avantage? Il faut prendre un peu de hauteur, donc comprendre, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais revenir sur peut-être ça va être un peu technique mais pas trop. Mais l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui fait les marchés aujourd'hui, pourquoi ils bougent, pourquoi ils sont un peu plus difficiles, mais comment justement éviter certaines erreurs classiques. Donc je reviendrai dessus. Et bien évidemment, on parle des courtiers. Alors bien évidemment, il y a des courtiers qui sont véreux, il y en a d'autres qui sont moins bien, d'autres qui sont meilleurs, d'autres qui proposent des frais élevés. Moi, c'est tout ce que j'ai toujours dit
je ne recommande aucun courtier, mais faites votre travail, faites votre analyse, essayez d'aller chez un courtier sérieux, régulier, avec des frais de transaction extrêmement faibles. Oubliez cette idée de service, etc. etc. Alors, 90% de traders, à mon sens, échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne approche. Ils ne sont pas concentrés sur le processus. Ils perdent un temps fou, et ça, c'est encore une fois, c'est très très important, à rechercher la martingale. C'est-à-dire que alors tout à l'heure, j'ai un monsieur qui est au premier rang, qui me dit Tammy, j'ai lu votre bouquin il y a quelques années, je l'utilise pour étudier les marchés sur le très long terme. Et il me dit c'est super, le RSI je l'utilise, il marche très bien et c'est incroyable. Et je lui dis moi-même c'est incroyable. Alors je suis revenu hier sur la psychologie des foules, j'ai donné des explications pourquoi le RSI était efficace, quelles sont les raisons à l'origine de son efficacité. Mais on est bien d'accord que moi ce que j'ai fait à l'origine, c'est que j'ai lu tous les bouquins, j'ai étudié énormément d'indicateurs, mais à un certain moment, j'ai éliminé toutes ces informations pour me centrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui était efficace? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Pourquoi perdre son temps à rechercher énormément d'indicateurs alors que vous avez quelques indicateurs qui vous donnent une bonne information? Et donc mon objectif a été justement de faire simple pour me focaliser sur l'essentiel. Quels sont les mouvements les plus intéressants, les plus puissants? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en trading, on perd toute rationalité très rapidement. Et si vous n'êtes pas concentré en situation, si vous n'avez pas une vraie idée solide sur ce que fait le marché, vous êtes largué. Donc en ayant une approche simple, pas simpliste, mais simple, que vous comprenez bien et que vous travaillez sur la durée, c'est là où vous allez développer un avantage. Par contre, si à chaque fois vous recherchez un nouvel indicateur, vous ne développez pas d'avantage. Jamais, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. La grande majorité, justement, des personnes qui débutent sur les marchés le font de la pire manière qui soit. On est dans cette recherche de la martingale, et moi, je suis désolé de vous décevoir, parce qu'il y en a beaucoup qui vont encore me dire « Oui, mais Tammy, il y a ce système », il n'y en a pas, d'accord? Donc, on est dans ce problème du « qu'est-ce qui me permettra de devenir riche très vite sans fournir d'efforts ?» Désolé, hein, comme dans le sport, qu'est-ce qui va me permettre de devenir musclé? Alors on a tous les appareils électriques, alors on a des appareils miracles, on a des publicités qui vous montrent cet appareil qui vous permettra de devenir très fort, très musclé, très beau en 2 semaines. Ben, si vous voulez y croire, libre à vous, moi je ne crois pas. Donc en trading, ben, justement, les efforts, ça ne veut pas dire non plus la douleur, la souffrance, mais au moins un travail régulier sur une période longue pour effectivement devenir bon. Et alors là, autre point important, c'est que les personnes viennent ou débutent sur les marchés, ils veulent aller trop vite. Or, comme en boxe, vous allez prendre des coups, d'accord? Donc un trader, il va prendre des pertes. Et donc il faut accepter le fait que vous allez effectivement essuyer des pertes. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est que se dire, est-ce qu'un boxeur va refuser des coups? Non, ça fait partie de son métier. Mais le trader doit également l'accepter. Mais comment il va l'accepter? En considérant que ça fait partie de son système de trading. En considérant que les pertes sont partie intégrante de sa manière de travailler. Et donc, par exemple, sur 10 trades, si j'en ai 6 ou 7 qui sont gagnants, c'est très bien. Mais il faut l'intégrer dans votre système. Et il faut le considérer comme faisant partie du jeu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, il est encore concret. C'est que moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Je travaille bien, mais dès que je perds, je refuse mes pertes. » On est dans la psychologie pure et simple. C'est-à-dire qu'on refuse de perdre. Il y a ce phénomène d'aversion aux pertes. Je perds, je refuse de voir ma perte, je renforce ma position. Et c'est souvent les faillites en trading, elles commencent comme ça. Donc la meilleure manière d'éliminer justement la douleur liée aux pertes, c'est de les accepter dès le départ. Et dès le départ de se dire, ça fait partie du jeu. Si je ne l'accepte pas, eh ben, je ne deviendrai jamais trader. Comme un boxeur. Si le boxeur il a peur de prendre des coups, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. On est bien d'accord. Donc être dans cette logique comme un boxeur. Et donc autre point important, on est encore une fois dans cette recherche de la martingale. Et est-ce qu'un boxeur peut maîtriser et devenir un boxeur professionnel au bout de 3 mois? On est bien d'accord que non. Il va pratiquer jusqu'à devenir un trader professionnel ou un boxeur professionnel. Idem pour le trader. Et enfin, autre point important, j'entends souvent des personnes qui me disent, ou alors qui m'écrivent, Tammy, c'est quoi le coût? Est-ce qu'il y a un coût à faire en trading? Est-ce qu'il y a effectivement une opportunité extraordinaire? Et moi, à chaque fois, je leur réponds, il n'y en a pas. D'accord? Parce qu'encore une fois, je peux avoir une idée, mais je sais, le plus important pour moi, c'est pas l'idée, c'est comment je vais la travailler, comment je vais me positionner, comment je vais la gérer. C'est encore une fois le processus. Pour moi, c'est effectivement ce qui fera la différence. Donc un boxeur
expérimenté ne va pas nécessairement rechercher le chaos lorsqu'il va monter sur le ring. Idem pour le trader. Le trader qui recherche le chaos n'a rien compris. Donc, la réussite passe par la case perte et pas de réussite possible si vous n'acceptez pas d'essuyer des pertes. Ça demande du temps. Et c'est une quête permanente, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. En permanence, on cherche à s'améliorer. En permanence, on cherche effectivement à affiner certains principes. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le temps, ça devient quasiment un automatisme. C'est comme un boxeur, tac, tac, il sait comment taper son adversaire, comment se défendre, comment se protéger. Et le trader, c'est un petit peu la même chose. Il sait rapidement est-ce qu'il doit se positionner, est-ce qu'il doit être défensif, comment faire. Et moi, avec mes étudiants, c'est vraiment les résultats des étudiants ne sont pas là par hasard. C'est le fruit d'un travail. Tous les jours, on répète. C'est d'entraînement. Et c'est pas forcément sorcier, mais c'est cette répétition qui fait la différence. Comprenez-moi encore une fois, on ne recherche pas la martingale, on recherche le fait de travailler un processus. Et c'est ce processus qui permettra de faire la différence. Donc la réussite est une quête permanente. Et donc un grand boxeur va répéter inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils fassent partie de lui. Idem pour un golfeur, un joueur de foot, un nageur. Qu'est-ce qu'ils font tous ces sportifs? Ils répètent, ils répètent. Est-ce qu'ils sont en quête d'un nouvel indicateur, d'une nouvelle technique? Non, c'est idiot. Ils répètent le même mouvement de manière... Alors après, effectivement, certains vont développer une certaine technique, d'autres vont développer d'autres techniques, d'accord? Mais ils vont répéter les mêmes mouvements, les mêmes gestes, et même dans les sports collectifs, comme le foot, il y a des combinaisons qui vont travailler à plusieurs reprises et qui vont effectivement utiliser lors des grands matchs. Donc on est bien dans cette répétition, et c'est cette répétition qu'on va utiliser en situation. Donc, pourquoi en serait-il autrement pour un trader? Et donc, le problème, il est encore évident, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui recherchent en permanence des raccourcis pour passer du point A au point B. Et il n'y a pas de raccourci. Il y a justement, effectivement, pas mal de travail. Je reviens sur ce principe que l'on a retrouvé pour les experts. Donc, il y a pas mal de recherches qui montrent qu'il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert dans n'importe quel domaine. Si on rapporte ça au nombre d'heures en trading, par exemple, il faut 8 heures par jour, en supposant que l'on travaille tous les jours de la semaine, ça signifie qu'il faudrait environ 6 années de trading pour devenir un expert. Et l'idée, c'est qu'on peut raccourcir cette durée en travaillant un processus, en étant extrêmement efficace, mais on ne devient pas, encore une fois, expert en 2 mois ou en 3 mois. Et l'idée, elle est là, c'est que ça demande des années de travail. Maintenant, on peut accélérer le processus si on fait les bonnes choses. Alors, l'autre point, c'est le mythe de l'alchimiste. Et ça, j'en avais parlé tout à l'heure. C'est qu'effectivement, et on le ressent, contrairement à n'importe quelle autre activité, le trading, c'est l'un des seuls domaines où l'on recherche de nouvelles méthodes en permanence. Et on peut appliquer les mêmes principes aux personnes qui veulent maigrir, arrêter de fumer, etc., etc. Et donc, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de formule magique et il n'y a rien de plus stupide que cette manière de penser. C'est pas trouver une autre méthode, c'est pas trouver un autre indicateur qui est la solution. Et alors, je reviens rapidement sur le monde sportif, le domaine sportif, parce que ça va nous aider pour le trading. Moi, j'utilise beaucoup des principes. J'emprunte énormément de principes que l'on retrouve dans le domaine sportif au trading. Et là, par exemple, on va prendre le cas de la boxe ou du judo. On est bien d'accord qu'il y a quelques prises, mais il n'y en a pas une infinité. Et imaginez donc un boxeur qui vient vous voir en vous disant bonjour Jean, j'ai une nouvelle technique. Une nouvelle technique qui vous permettra de mettre KO tous vos adversaires. Vous allez lui rire au nez. Mais le problème, c'est qu'en trading, ça paraît presque normal. J'ai une nouvelle technique qui est super efficace, Et encore une fois, on voit bien qu'il y a un problème. C'est que cette recherche permanente du nouveau système, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher un système solide, au contraire, c'est important d'avoir une méthodologie solide. Mais une fois que vous avez cette méthodologie, eh bien, il faut l'appliquer, d'accord? Et il faut la pratiquer. Et le problème, c'est qu'on ne lui donne pas suffisamment de temps pour nous prouver qu'elle est bonne ou pas. Et surtout, dès qu'on a une petite perte, on se dit c'est la méthode qui est le problème. On oublie que nous sommes le problème. Donc, imaginez aussi, on a beaucoup de personnes qui vont sur des forums, qui regardent des vidéos, qui vous disent voilà, j'ai regardé toutes les vidéos de Mohamed Ali et maintenant je sais boxer comme lui. On va lui rire au nez aussi, parce que c'est pas le fait de regarder les vidéos, c'est pas le fait de regarder la télé qui va nous permettre de devenir bon. Alors, ça c'est véritablement, donc j'ai voulu faire ce parallèle entre sport, trading, d'accord? Et donc l'importance du processus, l'importance d'être structuré, l'importance de ne pas rêver, l'importance de se dire que derrière chaque sportif, il y a
le résultat du sportif, il ne l'a pas obtenu comme ça, par hasard. Ça a été le fruit d'un processus structuré, d'un programme, d'un travail intensif, et que c'est ce travail qui lui a permis de faire la différence et rien d'autre. D'accord? Maintenant, bien évidemment, travailler de manière efficace, parce qu'il y a travail et travail. Il y a la personne qui est devant son écran et qui est sur Facebook, Twitter et qui n'est pas du tout concentrée, et la personne qui travaille de manière efficace. Alors, le grand 2, c'est justement le point que j'avais développé tout à l'heure, c'est l'efficacité à l'ère des algorithmes. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on a énormément d'ordres sur les marchés qui sont passés par les algorithmes de trading. Alors, je reprends ici les chiffres de l'AMF, 50% des ordres d'achat et de vente sur l'indice CAC 40 seraient trustés par 3 sociétés spécialisées dans le trading haute fréquence, Citadel Securities, Gepco et Knight Capital Group. Donc, ces chiffres nous montrent une chose, c'est que la donne a changé. Et pourquoi cette donne a changé? Bon, j'en ai parlé un petit peu hier. C'est que ça coûte beaucoup moins cher de recourir à des algorithmes de trading. On a des machines, elles ne font pas de grève, elles sont très sympas, et puis on programme et ça passe. On est également dans cette notion d'industrialisation de la finance. Et donc, comme toute industrie, on pense, et c'est très très important, qu'on peut effectivement modéliser les mouvements sur les marchés financiers, utiliser des algorithmes pour anticiper ce qui se passe sur les marchés. Mais c'est surtout une question de coût. On cherche à économiser des coûts, d'accord? Donc, on réduit, il y a beaucoup moins de brokers qu'avant, beaucoup moins de traders que dans les salles de marché, et ça, d'une certaine manière, il y a la logique première, c'est une logique de coût. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une industrie classique, que les marchés financiers sont régis, et hier j'ai beaucoup et lourdement insisté dessus, sont régis par la psychologie des foules, sont régis par des phénomènes d'euphorie, par des phénomènes de panique. Et donc le fait de se dire les marchés se comportent comme n'importe quelle autre industrie, c'est faux, d'accord? Et c'est le danger. Et alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut développer un système de trading solide et efficace alors qu'on parle, et là j'ai parlé du marché français, on a 90% des ordres, même un peu moins, mais sur le marché américain, 30% des transactions sont le fait des algorithmes de trading. L'analyse technique, et encore une fois, ça c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a posée. Alors en 2007, j'avais donné une interview, on me disait, Tammy, est-ce qu'on peut encore anticiper ? Merci, hein. Ça fait toujours plaisir. Donc la conférence devrait commencer dans 4 minutes et je reviendrai sur le développement d'un système de trading efficace. Vous êtes nombreux, merci infiniment. En plus, il y a pas mal d'étudiants de l'école, mais il y a des personnes également, je sais, qui viennent du monde entier. Alors j'ai des étudiants là aujourd'hui, voilà. bonjour la TKM, j'espère que vous allez bien. Donc on attend, alors normalement ça devrait débuter dans peu de temps. On peut lancer, hein, on peut... Il est quelle heure? Je pense que c'est bon, hein, parce qu'en plus ça risque de déborder. Alors, comme d'habitude. Ok, parfait. J'attends que les dernières personnes s'installent avant de commencer la conférence. Enfin, on attend 1 minute. Tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Je vous remercie d'autant plus qu'il fait super beau à l'extérieur, que vous n'étiez pas du tout obligé d'être là. Mais encore une fois, il est vrai que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui je reviens, c'est un sujet qui est extrêmement important. Comment développer un système de trading efficace? Alors, dans cette conférence, je ne vais pas être trop technique, parce qu'en 1 heure, on ne peut pas aborder trop de choses. Je vais revenir grosso modo sur quelques indicateurs techniques, mais je vais revenir avant tout sur ce qui, à mon sens, me semble être essentiel, à savoir le processus. Il y a beaucoup trop de personnes, vous m'entendez ou pas? Quand c'est pas... Et là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? C'est mieux. Et là c'est trop fort. Ok, donc là, c'est bien. Parfait. Donc, alors, au lieu,
de rentrer dans le technique, parce qu'en 1 heure, on ne peut pas vraiment développer, donc il y aura effectivement une petite partie consacrée à la technique, et l'essentiel sera centré sur le processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui développent des algorithmes sur MT4, des particuliers. Et j'ai l'impression que beaucoup de particuliers n'ont pas compris quels étaient leurs concurrents. Quel était le risque du trading algorithmique? Pourquoi justement il ne faut pas tomber dans le piège du trading algorithmique qui fait, encore une fois, miroiter la possibilité de développer la martingale, le système infaillible. On est dans le mythe de l'alchimiste, la personne qui effectivement touche du plomb et le transforme en or. Or, la martingale n'existe pas. Et vous voyez encore une fois que cette conférence ne sera pas effectivement portée sur un indicateur miracle ou une possibilité de gagner à tous les coups, mais elle va se centrer sur ce qui, à mon sens, est la clé dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du trading, dans le domaine des études, dans le domaine du sport, le processus. Quel est votre processus? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer de A à B et va passer d'un état de total novice à un état effectivement de trader professionnel? Et donc effectivement j'ai la chance, et je dis bien c'est une chance, d'avoir formé pas mal d'étudiants, de traders, qui étaient soit pendant 10 années, 15 années, avaient une performance en dents de scie, soit qu'ils avaient commencé avec de grosses pertes. J'ai des étudiants qui ont perdu 200 000, 300 000, 400 000 euros avant de rejoindre l'école. Et malheureusement, il y en a énormément qui sont dans ce cas. Et donc à partir de là, mon idée principale était comment faire pour qu'une personne, pour la modeler, pour lui permettre de développer des compétences solides, pour lui permettre d'être en situation totalement concentrée comme un sportif de haut niveau. Et donc toute ma réflexion ces dernières années a porté sur ça. Comment aider une personne à se développer, à devenir excellente dans ce domaine. Et je suis très content des résultats et je pense qu'effectivement il y aura pas mal de choses à l'avenir. Alors rapidement, avant d'aller plus en avant, j'ai envie de remercier les étudiants qui sont nombreux. Alors hier j'ai dîné avec eux et ils m'ont fait une surprise, ils m'ont remis un trophée d'or du meilleur coach. Déjà c'était une surprise. Alors il y avait des étudiants qui venaient de Hong Kong, de l'île de la Réunion, de Qatar, c'était incroyable. Mais surtout, alors la surprise, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils m'ont remis ce trophée avant même d'autres trophées. Ce trophée a vraiment une valeur émotionnelle extrêmement forte parce que c'est le résultat d'un travail. C'est-à-dire que derrière, justement, moi je ne leur ai pas dit il y a une martingale, il y a un système magique. Je leur ai dit voilà, il y a du boulot, il y a un processus, il y a du travail, mais derrière, rien n'est impossible. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont assez extraordinaires. Donc là, c'était la photo de famille. Il y a 4 promotions qui sont venues du monde entier. Et donc hier, merci infiniment. C'était une soirée magnifique grâce à vous. Alors, je reviens rapidement sur l'importance du processus en trading. Et je vais rapidement vous poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi 90% de traders échouent? Alors, beaucoup pensent que c'est la méthode. Beaucoup pensent que c'est la manipulation des marchés. Donc quand je perds, je dis les marchés sont manipulés. Le courtier, alors bien évidemment, il y a des vérités, il y a des réalités, mais ce ne sont pas ces raisons, ces causes qui sont à l'origine de l'échec. On parle également des algorithmes. On dit, oui, les algorithmes aujourd'hui éliminent toutes les possibilités, éliminent toutes les opportunités, ont changé les marchés. Oui, les marchés ont changé. Les marchés sont beaucoup plus volatiles. Mais c'est là, et aujourd'hui je vais revenir sur ce point extrêmement important, c'est sur quelle durée de temps vous allez travailler, quelles sont les meilleures opportunités, comment trouver les meilleures opportunités. Et donc si vous allez sur l'infiniment petit, si vous vous confrontez à des algorithmes de trading, si vous allez sur des stratégies qui consistent justement à être en concurrence avec eux, vous êtes mort. Et donc